Et salut, salut! Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nouveau live game design sur le projet Arena. Et donc ce soir, grand bond en avant, je dévoile tout le cœur de règles du jeu pour pouvoir continuer la suite et aller un peu plus loin. Donc on va parler de ça ce soir. Paf! Ah, je vous avais dit, c'est magnifique. Ah, j'ai pas menti. Hein. C'est un traitement de texte. Et encore ça va, j'ai pas pris le fichier de texte. J'ai pris un Word, quoi. Bon, vous verrez, si vous relisez, puis vous verrez au fur et à mesure avec moi. C'est rédigé, mais de manière, comment dire... c'est rédigé parce que c'est lié à ces lives-là. Hein. C'est pas rédigé comme je rédigerais un livre de règles. Là, on n'est pas en train de travailler sur la rédaction des règles dans une optique de distribution en tant que jeu. On est vraiment dans un document qui n'a de sens que parce qu'on fait les lives en même temps. Donc il y a des petits... il y a des liens, il y a des petites blagues, enfin voilà quoi, des petites réflexions de ce qui se passe, tout ça. Des petits résumés des autres lives. C'est vraiment un outil de travail partagé, et non pas un texte de règles terminé. Qui pourrait faire l'objet d'un live entier d'ailleurs, comment rédiger des règles, parce que c'est un sujet compliqué et délicat. Et pour ceux qui se posent la question, non, je suis pas malade, mais juste après être malade, bah maintenant, c'est l'allergie. C'est super, c'est combo. C'est cadeau, la voix du canard, ad vitam aeternam. Non, cette passage, mais c'est un peu pénible. Je suis désolé pour vous si ça vous gêne. Bon, on va baisser la musique de fond. Hein. Ça, c'est pour Destiny, je sais qu'il la supporte plus. Et revenons à nos moutons. Bon, récap du projet. On va se passer de le lire, c'est tout simplement le projet Twitch. Donc si vous êtes là, je pense que vous le connaissez, c'est juste dans la bio. Le jeu, donc le type de jeu. J'essaie d'établir une forme quand même pour réutiliser en fait pour nos prochains projets. Donc du coup là, il y a un résumé du projet. Donc, pour le moment, on l'appelle Arena, faute de mieux. Si vous avez des noms, n'hésitez pas à les proposer. Je suis très nul pour nommer les choses. Type de jeu. Donc nous, on avait dit que c'était un jeu à figurines hein, sur plateau, un Arena qui utilisait un plateau quadrillé et un jeu de 54 cartes classique avec les jokers et tout ça, tout ça, tout ça. Un jeu de figurines à l'utilisation agnostique. C'est-à-dire qu'on utilise les figurines qu'on veut. J'ai mis quelques restrictions plus bas dans les règles, mais vous allez voir, c'est des restrictions... ça va quoi. Vous pouvez vraiment jouer ce que vous voulez, c'est juste une question de taille en fait. On peut jouer tous sur le même plateau. J'ai mis singularité, c'est ce qui fait un petit peu le... comment dire, je pense. Vous pouvez commenter là aussi. Vous n'êtes pas d'accord ou si vous pensez qu'il y a d'autres choses, mais je pense que vraiment ce qui fait la singularité de ce jeu, de cette proposition, c'est son système de combinaison de 3 cartes pour faire les profils de personnages. Alors c'est vrai, il y a le système aussi de mort et tout ça, qui est ludique, qui ne se retrouve pas dans d'autres jeux, mais ça c'est un système qui est vraiment... qui est inspiré des roguelites, donc du jeu vidéo, et surtout qui marche aussi par le biais de ces 3 cartes, donc finalement je l'inclus un peu en disant que la singularité de ce projet, c'est la combinaison des 3 cartes. J'ai remis notre cahier des charges, on garde bien en tête le cap, donc la transposition du ressenti nerveux et dynamique inspiré des jeux vidéo de type Arena, comme les FPS, les affrontements, etc. Rendre ludique... Ah ouais, c'est ça. Rendre ludique la mort. J'ai rédigé ça bizarrement, j'ai mis une grosse parenthèse. Je vais la mettre après d'ailleurs. Vous voyez, on travaille en live en direct. Moi, je modifie le texte devant vos yeux. Incroyable. Je trouve que c'est plus lisible comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc, rendre ludique la mort des personnages. Intéressante et faisant part entière du gameplay. J'aime pas cette formulation. Peut-être pas revoir. Et le développement graphique. C'était un des points importants pour moi dans le cahier des charges. Qui me permettra du coup de vous montrer des étapes autres que du game design pur. Ça, c'est cool.
un peu de mise en contexte. Donc ça, c'est pour parler de l'univers du jeu. Hem, donc toute la difficulté de notre univers du jeu, on en avait parlé, mais en fait, on s'est rendu compte, enfin, quand je vous ai apporté la solution que je voulais utiliser pour ce projet, on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça. Mais c'était l'idée que, comme c'est des figurines agnostiques, il nous faut une histoire cohérente, mais qui permet de jouer un peu tout et n'importe quoi. C'était là la petite subtilité. Là, je vous donne, j'en ai profité pour ceux qui s'intéressent, je vous donne plusieurs exemples de jeux de figurines qu'on appelle agnostiques, justement, qui n'ont pas de gamme de figurines à proprement dite. Même si certains en ont une gamme, mais elles proposent de jouer avec les figurines que vous voulez. Donc voilà, si vous voulez regarder ça. Après, blablabla, donc c'est très très long pour dire ce que je viens de dire en fait. Et bien sûr, vous avez les VOD où je développe ce côté-là. Mais donc du coup, le choix de l'univers, c'est un univers cyberpunk que j'utilise pour d'autres univers. Et on est tout simplement dans un jeu vidéo. Voilà, ça nous permet une liberté assez grande. Ça nous permet déjà d'avoir aussi un... Bah, la boucle est bouclée, c'est une référence. Bah, du coup, on s'inspire du jeu vidéo pour essayer de faire notre gameplay. Donc notre jeu de société se passe dans un univers de jeux vidéo. Et du coup, ça nous offre aussi... moi, je trouve que le côté intéressant aussi, là, c'est pas forcément visible au premier coup d'œil. Mais il y a aussi un autre côté intéressant, c'est le côté du vocabulaire, parce que le jeu vidéo a tout un vocabulaire à lui, et donc ça va pouvoir nourrir le nôtre. Simplement. Vous allez voir qu'au fil du document, j'ai déjà commencé à taper un peu dans le vocabulaire jeu vidéo ludique. Et donc les règles, voilà. Bon, le résumé, normalement, vous connaissez déjà le principe du jeu. Je vais le refaire pour ceux qui tombent sur cette vidéo en se disant ah, il dit toutes les règles, donc nickel, j'ai pas besoin d'écouter les autres lives. Bon, ben, on va lui donner raison. Donc c'est un projet Arena, en résumé, c'est un jeu d'affrontement. C'est un jeu d'affrontement, il y a 2 équipes qui s'affrontent, 2 équipes composées de 3 personnages. Et donc c'est un jeu d'affrontement qui va se dérouler sur un plateau quadrillé carré. Pour le moment, j'ai fait du 60 par 60, c'est un format assez classique dans les petits plateaux. Je voulais quand même quelque chose d'assez restreint. On va jouer avec des figurines qui ont donc pour seule restriction d'être sur... elles doivent tenir sur un socle de 4 cm de côté. Donc en gros, le quadrillage, toutes les cases font 4 cm par 4 cm. Ce qui fait que sur un plateau de 60 par 60, ça nous fait des colonnes et des lignes ça nous fait 15 colonnes, 15 lignes. Donc c'est un chiffre impair, j'en avais parlé dans un autre live. Là, je trouve qu'il y a un intérêt au chiffre impair, c'est qu'il fait qu'il y a une allée centrale. Le but du jeu, ça va être de marquer des points. Là, vous allez voir que dans ce document, justement, on n'aborde pas vraiment la question. Parce qu'on va essayer de créer des scénarios, des choses qui vont essayer de dynamiser le jeu, mais là, c'est déjà du gameplay qui est déjà... On va déjà aller plus loin dans le gameplay quand on va commencer à travailler ça. Donc là, c'est vraiment le cœur de gameplay, les basiques, donc il n'y a pas ça pour le moment dans le document. Ça, je veux le développer avec vous sur une session qui lui sera dédiée. Et notre fameux jeu de 54 cartes classique. Pareil, on utilise principalement les valeurs de ces cartes dans le système, le cœur des règles. Tout ce qui va être figure, utilisation de la couleur et tout, ça devient déjà une couche de game design qui est un peu au-dessus. Donc ce n'est pas dans ce document, c'est pas encore développé. J'ai des idées, mais pareil, on développera au fur et à mesure. Je vous dévoile le cœur des règles, mais je vous dévoile pas le jeu fini, parce que le but c'est qu'on construise un peu ensemble. Donc je vous conseille, pour ceux qui veulent tester, c'est carrément d'enlever le joker, d'enlever le roi, la reine et le valet, parce que en l'état, avec ce document, ils vous serviront pas à grand chose. Voilà. Ils vont venir nous servir quand on va commencer à mettre des petites subtilités dans le gameplay. Donc les équipes s'affrontent. Donc pour le moment, on part sur un 1v1 avec 3 personnages par équipe. Pareil, par la suite, une fois qu'on aura notre cœur, notre jeu qui sera bien solide, qu'on aura fait des tests en 1v1, peut-être qu'on pourra réfléchir à faire du brawl avec chacun une figurine, on est plein sur la table et on se tape sur la tronche. Mais pour le moment, on va faire simple, on va rester sur du 1v1. Chaque personnage est représenté sur le plateau par une figurine. Jusque-là, tout va bien. Et un profil qui le représente qui, lui, se compose de 3 cartes. C'est ce que je vous avais expliqué dans les autres lives. Donc il y a la carte skin. Je l'ai mis en première parce que finalement c'est vraiment avant la partie, vous allez choisir 3 skins. Ce sera en fait vos 3 personnages qui vont composer votre équipe. Et ils auront cette carte du début jusqu'à la fin de la partie. Ce sont ces fameux skins qui deviennent de plus en plus fortes à chaque fois que votre personnage meurt. Voilà.
Ça, c'est une constante du jeu. À chaque fois que vous mourrez, vous allez revenir avec votre personnage, donc revenir avec la même skin, mais sauf qu'elle sera plus forte, elle aura débloqué une compétence. Et donc après, il y a les deux autres cartes qui constituent ce profil, ce sont les sides, comme je vous avais expliqué encore une fois dans les autres lives, n'hésitez pas à les revoir, j'explique plus dans le détail. Mes excuses. Mais donc les sides, on en utilise deux pour former un personnage. J'en ai créé 17, donc il existe 17 sides actuellement. Pour le moment, on va rester là-dessus. Et donc 17 sides, ça fait pas 17 personnages, hein, vu qu'il en faut deux. Mais en fait, c'est une ressource commune aux deux joueurs, ce qui fait qu'au début de la partie, chacun son tour, on va choisir une side pour son personnage, choisir une side pour son personnage, et avec les sides qui restent, petit à petit former son équipe, essayer d'aller en contre de l'autre joueur ou pas. Enfin, voilà, il y a déjà une stratégie qui se met en place avec ce système-là. Et les sides, quand on meurt, on peut les changer. C'est pour ça qu'il y en a plus que... il y en a plus que 12, parce que 12, ça ferait que 6 personnages, donc comme c'est des équipes de 3, ça ferait 3 personnages à chaque équipe, ce qui fait qu'à chaque fois que ton personnage meurt, s'il n'y en a pas d'autres qui meurent, tu ne peux pas changer de side, donc c'est pour ça que je suis monté à 17. Tu as quand même toujours une souplesse de pouvoir changer tes sides et donc revoir ta stratégie pour le retour de ton personnage après sa mort. Et donc les sides, elles ont les caractéristiques, elles contiennent les caractéristiques qui sont la santé, la défense et la mobilité. Pour le moment, j'ai choisi ça. Assez classique, hein. Santé, défense, mobilité. Il n'y a pas d'attaque. Souvent, il y a attaque. Moi, il n'y en aura pas. Il n'y a pas besoin. Avec le système de combat que j'avais expliqué au live précédent. On va revenir dessus après aussi. Et donc, en fait, comme les sides s'additionnent, leurs caractéristiques aussi s'additionnent. Donc, si par exemple, il y a une side qui a 2 points de vie et l'autre 3 points de vie, votre personnage a 5 points de vie. 2 plus 3 égale 5. À l'opposé donc du skin, que l'on garde toute la partie, comme vous avez compris, à chaque mort, on va pouvoir changer de side, et on n'est pas libre de choisir les sides comme les skins comme on veut avant de commencer à jouer. On doit un peu trade, on doit un peu faire en fonction de ce que choisit aussi l'adversaire, parce que ce qu'il prend, tu ne pourras pas l'avoir, il n'y a pas de doublon dans les sides. Donc déjà, c'est une différence notable, mais il y a aussi une différence justement avec le côté ludique de la mort, c'est que les sides ne deviennent pas plus fortes parce que vous êtes mort. Au contraire, elles perdent toutes les compétences qu'elles ont acquises, excusez-moi. Elles ont acquises ces compétences comment? En tuant d'autres personnages. Ça donne des kill points et à votre convenance, soit vous utilisez ces kill points pour gagner des points de victoire, soit vous utilisez ces kill points pour développer les compétences de vos sides. Donc l'arène, c'est comme ça que j'ai appelé tout simplement le plateau de jeu. Voilà. C'est l'arène. Donc comme je vous dis, j'avais une envie de... On travaille le level design, donc je me suis dit peut-être qu'on pourrait faire des arènes préconstruites à chaque fois, et en fonction de la partie, on dit bah tiens, on joue sur telle arène, et puis paf, c'est parti. Ça peut être intéressant. Mais ça, c'est vraiment des trucs après, hein, c'est des petites subtilités, donc là pour le moment, c'est très simple, je ne donne que des... comment dire, des indications. Il y a 2-3 obligations, mais je donne que des indications pour pouvoir jouer sur le terrain, mais je vous laisse libre, si vous voulez le tester, de faire vos arènes comme vous le voulez. Là pour le moment, il n'y a rien d'imposé. Il y a juste 2-3 trucs qui sont un peu obligatoires. Il faut qu'il y ait 6 cases du plateau qui soient définies comme étant les points de spawn. Les points de spawn, c'est les points où les personnages apparaissent. Pourquoi 6? Tout simplement, 3 personnages par équipe. Il faut bien qu'au début, il y ait 3 personnages qui pop par chaque équipe, donc il en faut au moins 6. Et donc du coup, je vous conseille, si vous le testez, de placer les spawns quand même assez loin les unes des autres. Et donc, pour le moment, c'est pas défini clairement dans les règles, c'est un peu libre à vous de tester comme vous le voulez, mais je préconise que comme pour les sides, le choix des sides, ben pareil, là on pose à tour de rôle sa figurine sur un des points de spawn. Et ces mêmes points de spawn nous serviront à faire revenir les personnages qui sont morts durant la partie, puisqu'on va mourir souvent et revenir souvent, vu que c'est la mécanique qui tient un peu tout le truc. Je vous conseille aussi, quand vous formez votre map, c'est de mettre un maximum de décors, type mur et des choses comme ça. Ça va permettre donc déjà de contraindre la navigation des personnages, donc ça va obliger à la stratégie et à la réflexion. Et comme il y a du tir dans notre jeu, bah justement ça va permettre de prémunir que le tir soit trop fort, ça va permettre de travailler, de jouer sur les couverts, lui il va se cacher, lui il va se bloquer là. Donc il faut faire un espèce de petit labyrinthe, je pense que c'est le plus efficace, mais ayez en tête, de toute façon, les jeux Arena, hein, jeux vidéo, vous voyez, il y a plein de chemins, c'est plein de couloirs et c'est assez labyrinthique. Avec souvent un hub central où on se rentre dans la corne et tout, c'est là qu'il y a l'espace dégagé.
Maintenant, un autre conseil que j'ai pas mis dans le texte, mais éviter, éviter les coupes-gorges dans le sens les impasses quoi, où on peut se faire bloquer vraiment définitivement par des personnages. Ça peut être assez frustrant en termes de jeu. Des cartes, toujours plus de cartes. Donc oui, comment on va utiliser ces fameuses 54 cartes? Donc comme je vous disais, c'est encore une surcouche de gameplay et une finesse de gameplay que l'utilisation des couleurs, des formes et des figures. Donc je vous conseille, pour le moment, si vous voulez tester avec ce document le jeu, de retirer les figures. Les rois, les reines, tout ça, ça dégage. Vous ne jouez qu'avec les cartes de valeur, de l'As jusqu'au 10. Les cartes sont principalement utilisées pour le système de combat, du coup. Pour le moment, pour faire simple, chaque joueur, à chaque début de tour, a 5 cartes dans sa main. On ne peut avoir que 5 cartes dans sa main, donc si on en a plus, il faut en acheter une. Et au début de chaque tour, on repioche le nombre de cartes qu'il faut pour remettre sa main à 5 cartes. Voilà. Pour le moment, on fait simple, ça va sûrement changer, mais au moins ça permet de tester le jeu. C'est des petites règles comme ça qui pop juste pour pouvoir rendre le jeu testable en l'état actuel, mais c'est pas des règles définitives. Donc le système de combat qu'on avait développé le live dernier, et donc qui utilise ces fameuses cartes. Donc je récap rapide, hein. Deux types d'attaques, tir et frappe. Alors, que ce soit le tir ou que ce soit la frappe, tous les deux sont des attaques. C'est peut-être un petit point sur le vocabulaire, mais c'est important parce que après nous on va devoir essayer d'écrire des règles claires et concises pour pouvoir en mettre sur les cartes. Donc du coup l'utilisation de mots-clés est importante. Et donc du coup si par exemple une compétence dit tel effet sur les tirs, ça n'engagera que les tirs et non pas les frappes. Mais s'il dit tel effet sur les attaques, ça engagera les tirs et les frappes. Donc c'est un tout petit point de détail de vocabulaire, mais qui change énormément notre façon de travailler le gameplay, qui nous donne vachement plus d'outils. Tout en pouvant avoir une syntaxe claire, rapide, courte. Il faut que ça tienne sur des cartes, c'est important. Donc le tir, comme j'avais expliqué à l'autre live, et je fais des tests dans l'autre live, donc n'hésitez pas à aller voir le replay, je vais un peu plus loin sur le fonctionnement, sur pourquoi j'ai choisi ci et ça, et tout ça. Mais en gros, le tir, c'est 2 phases. Alors déjà, j'ai rajouté des règles, mais bon, le tir, c'est 2 phases. C'est une phase où on vise, donc on dit je vais tirer sur cette figurine. Donc on annonce. Donc pour tirer sur une figurine, il faut que la figurine soit ce qu'on dit visible du tireur. C'est-à-dire que vous devez être en mesure de tracer une ligne droite ininterrompue, par aucun élément de décor, rien, d'un des coins de la case où se trouve le tireur jusqu'à un des coins de la case où se trouve la cible. Si vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez pas tirer dessus. Voilà, déjà basta. Mais donc du coup vous pouvez. Si vous pouvez, vous dites bah, je vais tirer sur lui. Et après en fonction des profils, donc des sides, donc des attaques en fait. En fonction des attaques, vous allez soit utiliser une carte de votre main, soit utiliser une carte de la pioche, tout ça, tout ça. Donc utiliser une carte de votre main, c'est facile, vous n'aurez qu'à choisir une carte dans votre main qui a une valeur suffisante pour atteindre votre cible. La distance de votre cible doit être inférieure ou égale à la valeur de la carte utilisée. Et si vous devez utiliser une carte de la pioche, ben, c'est le petit hasard. Si c'est pas la bonne valeur, ben, le tir est raté. Si le tir est raté, on fait quand même la deuxième phase, parce qu'il y a quand même une notion d'utilisation de ressources. Quand on tire, si on rate son tir, on perd une balle quand même, mais c'est un peu l'idée. Donc même si vous ratez votre tir, il y a la deuxième phase qui doit être effectuée. Et la deuxième phase, ben, c'est pour calculer les dégâts que vous allez faire à votre cible. Et donc pareil, ça se trouve, ça va être une carte utilisée de votre main, ou alors ça va être une carte que vous allez piocher. La plupart du temps, ça va être ça en tout cas. On verra plus de détails. Ben, dans le live, je vous fais plus de détails dans le dernier live, mais on verra quand je vous dévoilerai les sides. Il y aura encore plus de détails sur ces méthodes-là, et j'ai inventé des méthodes un peu aussi différentes pour essayer de donner un peu de narrativité à ces attaques. On verra ça quand on fera les sides. Et donc du coup, la phase, ça c'était la phase de visée là, pour tirer sur l'adversaire. Et après, il y a la phase donc de dégâts. Hop, elle est là, ouais. Il faut faire même si on a raté son tir. Et donc ça, la phase de dégâts, c'est tout simple, la valeur de la carte, ça indique le nombre de dégâts. Encore une fois, il va y avoir une petite notion de vocabulaire, toute petite, toute infime, mais super importante. Ça va donner la valeur de dégâts que votre cible subit. À cette valeur de dégâts, on va soustraire sa défense. Et là, ça va donner la valeur de blessure, c'est-à-dire le nombre de points de vie que ce personnage va perdre. Et si ce personnage n'a plus de points de vie, ce personnage est retiré du plateau.
Et avec toutes les explications que j'avais tout à l'heure sur la mort, sur le fait qu'il va revenir, qu'il va monter d'un point, le personnage qui vient de le tuer va gagner un kill point, qu'il va pouvoir utiliser soit pour améliorer ses sides, soit pour marquer des points de victoire. Et voilà. Donc blessure, dégâts, c'est pas pareil. Encore une fois, là, c'est pas très grave en fait pour nous, dans l'immédiat, mais ça va nous faire une ouverture pour plus tard, quand on fera des effets et tout ça. Par exemple, si on marque que ça fait des blessures sur une capacité, ça voudra dire que tout simplement ça ignore la défense, puisque la défense réduit les dégâts, et non pas les blessures. Voilà. Donc j'ai rajouté des petites règles au tir que je n'avais pas développées dans le live précédent, puisque dans le live précédent, je parlais finalement du système de combat global, et de comment utiliser les cartes, mais je n'avais pas précisé en fait comment ça se passait plus dans le détail sur le plateau, même si on avait fait des petits tests, des histoires de... Mais une règle assez commune dans les jeux de figurines, et je pense qu'on va la garder là. Ça permet de donner un avantage au corps à corps. Sinon, le tir est trop fort à ce niveau-là, parce qu'il a vraiment beaucoup plus d'avantages, vu qu'il peut faire des dégâts de loin. Le corps à corps est obligé de bouger, tout ça, c'est compliqué. Un tireur ne peut pas tirer sur une... Enfin, ne peut pas tirer, tout simplement, si il a une autre figurine que j'appelle au contact, c'est-à-dire une figurine qui se trouve sur une case adjacente autour de lui. Sauf précision d'une compétence ou d'un effet de jeu. Et ça, je vais pas le répéter à chaque fois, c'est systématique. C'est-à-dire qu'il y a des règles là, mais s'il y a un effet de jeu qui précise qu'on n'obéit pas à cette règle, ça s'appelle une exception, eh ben on n'obéit pas à cette règle. Et ça va nous permettre justement de donner de l'intérêt à certains profils, de donner de la personnalité à certaines sides et à certaines skins. Mais là, la règle générale, si rien n'est inscrit, un tireur ne peut pas tirer s'il est au contact d'une figurine adverse. Même pas si j'ai précisé. Une figurine sur une case adjacente. Ouais, si j'ai précisé que c'était adverse, c'est bon. Est-ce qu'il y a une autre règle spéciale? Non. Voilà, le tir c'est tout. On est là. Et la frappe, donc l'attaque de corps à corps, finalement, l'attaque de contact. Ben, c'est pareil, mais en plus simple, parce qu'on ne vise pas. On fait directement la phase de dégâts. Donc, pour le moment, on verra quand je vous montrerai les signes, mais pour le moment, toutes les attaques de corps à corps, c'est un tirage à la pioche. Il n'y a pas d'utiliser de carte de sa main ou quoi que ce soit. Je pense qu'on se le réservera plutôt pour des compétences. Mais là, faire des dégâts au corps à corps, c'est un tirage de pioche, donc c'est le gros aléatoire du tirage de la pioche. Alors, il faut être au contact de la cible pour pouvoir lui taper dessus, à la différence du tir, il ne faut pas être au contact de la cible. Par contre, on désigne quand même la cible de son attaque. Et donc, du coup, on ne fait pas la phase de visée, on fait directement la phase de dégâts. Les caractéristiques, donc, qui sont au nombre de 3, la santé, la défense et la mobilité. Bon, ça va être très simple, hein. Je pense que vous en avez compris l'essentiel. Donc vous avez compris que les sides s'additionnant, la side A et la side B s'additionnant, on additionne les caracs, ça donne votre carac global. La santé, c'est tout simple. À chaque fois que vous subissez des blessures, donc c'est-à-dire les dégâts moins la défense, ou quand c'est précisé, juste blessure, à chaque fois que vous subissez des blessures, vous perdez des points de vie. Je conseille, c'est un système qui marche bien dans d'autres jeux, c'est d'imprimer les cartes et de les mettre dans des sleeves en plastique, dans des protections de cartes. Et du coup, avec un petit Velleda, vous les cochez. Toc, toc, toc. Comme ça permet de tenir le compte et c'est vachement pratique. Et donc, du coup, vous perdez vos points de vie. Et si vous n'en avez plus, ben, le gars, il est mort. Il est retiré du plateau et il ne reviendra que le tour d'après. Mais il reviendra plus fort parce que les skins se développent à chaque fois qu'elle meurt. Par contre, votre adversaire, enfin celui qui vous a assassiné, lui va gagner. Non seulement il va gagner un kill point, reprise du jeu vidéo, anglicisme, blablabla, on en parlera. Mais c'est un choix conscient. J'ai fait exprès de prendre des anglicismes. Ça fera l'objet sûrement d'un autre live. Il reçoit un point de kill point parce qu'il vous a tué. Mais en plus de ça, il pique tous les kill points que vous avez accumulés que vous n'avez pas utilisés pour augmenter vos sides. Comme je vous ai dit, quand on a un kill point, on peut décider d'augmenter, de débloquer finalement une caractéristique de l'une des sides du personnage, ou de la stocker pour faire des points. Quand on tue quelqu'un et qu'on reçoit un ou plusieurs kill points, je ne l'ai pas marqué d'ailleurs, il faut que je le rajoute, c'est à ce moment-là qu'on choisit est-ce qu'on stocke le kill point ou est-ce qu'on débloque une compétence. On peut le faire qu'une fois. Donc si par exemple il avait 3 kill points sur lui et que vous en avez donc gagné un de plus, vous en recevez 4, vous pouvez n'en utiliser qu'un.
pour débloquer vos compétences, et les 3 kill points, vous les stockez. Voilà, ça c'est la santé, ce sera symbolisé par des petits cœurs sur les cartes. Parce que je pense que les petits cœurs, ça parle à tout le monde. Ça va être très jeu vidéo. La défense. Donc la défense, comme on l'a expliqué plus haut, c'est ce qui réduit tout simplement les dégâts et qui donc donne les blessures qu'on va subir. Et le fait d'absorber ces dégâts ne réduit pas la défense. C'est une constante. Donc si tu as 3 de défense, tu réduiras tout le temps de 3 les dégâts adverses. Sauf que vous le verrez quand on fera les sides, et c'est l'intérêt aussi que j'ai essayé de donner au corps à corps un peu plus d'intérêt qu'au tir, mais c'est un petit outil qui va nous permettre de donner de l'intérêt à certains profils et d'autres. Généralement, vous allez voir, les attaques de corps à corps ont une compétence qui diminue cette défense de 1. Et donc c'est pareil que pour les points de vie, à chaque fois qu'il se prend une attaque de corps à corps qui diminue la défense, vous cochez un bouclier, donc du coup vous aurez un défense de moins à la prochaine attaque que vous subirez. La défense est symbolisée par des petits boucliers sur les sides. Et la mobilité. Alors la mobilité est symbolisée par des petits triangles comme penchés vers la droite comme le symbole lecture. Pour le moment j'ai décidé ça, hein, ça peut changer aussi. Donc pour le moment, qu'est-ce que ça définit? Ça définit déjà la valeur de mouvement, c'est-à-dire que le total de votre caractéristique de mouvement, donc de l'addition des 2 caractéristiques de chaque side, ça donne la valeur de mouvement de votre personnage. Je vais expliquer après à quoi ça correspond le mouvement d'un personnage. Mais aussi, j'ai rajouté ce petit truc parce que justement on voulait un côté nerveux, donc ça c'est une des mécaniques qui est souvent utilisée en jeu pour donner le côté nerveux. Ça sert pour faire des réactions. On peut réagir pendant le tour d'un adversaire. Et moi, je vais implémenter un nouveau terme de vocabulaire qui va nous servir tout au long du jeu. Donc c'est un mot-clé, encore une fois, qui va nous permettre de réduire les phrases pour pouvoir marquer sur les cartes des compétences et tout ça. C'est un super outil, les mots-clés. On va appeler ça une opportunité. Donc c'est le fait de saisir une opportunité, la réaction. Mais saisir une opportunité, ça veut dire qu'on va devoir cocher une petite case de réaction. Donc une petite case de mobilité, pardon. Donc ça ne réduira pas notre mouvement. Pour le moment, j'ai décidé que ça ne réduirait pas le mouvement, parce que je trouve ça très très contraignant si on fait ça. Mais par contre, ça veut dire que ça réduira le nombre d'opportunités qu'on pourra saisir. Si par exemple on avait 5 de mobilité et qu'on a réagi 5 fois, la 6e fois qu'on a l'occasion de saisir une opportunité, bah, on ne pourra pas, puisqu'on n'aura plus de ressources pour saisir cette opportunité. Cette jauge va se re-remplir à chaque tour. C'est-à-dire que si vous avez 3 opportunités par tour, enfin 3 opportunités, si vous utilisez 3 pendant un tour, le tour d'après, vous en aurez encore 3. Ça va reboot le compteur. Donc c'est ça. Maintenant, le mouvement, petite particularité que j'ai voulu implémenter dans le jeu qui n'est pas commun. Généralement, le mouvement, c'est une action. Généralement, dans un jeu, tu bouges, ou tu tires, ou tu attaques, ou tu fais une action, puis après tu bouges, c'est des actions. Moi, le mouvement dans ce jeu, je vous propose, c'est une action, mais ça ne se joue pas comme les actions. C'est-à-dire que chaque activation d'une figurine, quand on va jouer une figurine, on aura le droit à un certain nombre d'actions en fonction du contexte et tout ça, je vais expliquer ça plus tard, et du mouvement. Le mouvement se fait séparément, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai 5 de mouvement, et disons 2 actions. Je décide d'avancer de 2, il me reste encore 3 de mouvement, je fais une action, on va utiliser ce doigt, c'est moins vulgaire, je fais une action, je ravance de 1 pour me planquer un peu, je fais une autre action, et puis je ravance de 2. J'ai le droit de faire ça. J'ai le droit aussi de bouger de 5 et de faire mes 2 actions. C'est-à-dire que c'est un truc, on a pour l'ensemble de notre activation, mais on la dispatche comme on veut le mouvement. Voilà. Un petit truc particulier. C'est une action qui ne se joue pas comme les autres, du coup. Maintenant, à voir dans le vocabulaire, est-ce qu'on définit ça comme une action? Parce que du coup, comment on va utiliser le terme action en fonction des compétences et tout, on verra ça plus tard. Mais on est en plein... ouais, une capacité de mouvement, ouais. Mais oui, c'est pas une action en soi, c'est une capacité de mouvement qu'on peut dispatcher tout le long de notre activation. Et je trouvais ça... bah, c'est plus souple et ça représente mieux, je trouve, au lieu de faire ton action de mouvement, ton action de tir, et bah, t'as plus d'action de mouvement, bah tu bouges plus. Non, en fait, quand tu tires, genre t'es en train de courir dans un aréna, genre, je sais pas, tu joues à Call of Duty, tu tires, tu fais un petit pas de côté, tu te caches derrière, tu te mets à couvert, tu ressors, tu tires, enfin... Et du coup, cette façon de faire nous offre cette souplesse-là et cette dynamique-là. Et je pense que ça va aider justement à essayer de donner ce feeling de dynamisme à notre jeu. Ah, il y a un truc que j'ai pas mis, mais c'est déjà clair dans ma tête.
Et ça va avec le tir. Je vais en profiter pour vous le placer ici, il faudra que je le rajoute dans le doc. J'ai eu l'idée de rajouter une espèce de zone d'Overwatch, on va dire c'est assez classique ça, mais dans les jeux souvent on se met en Overwatch. Alors l'Overwatch, la surveillance, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'en gros le personnage se met sur ses gardes, souvent c'est une action, ça te coûte une action, et le personnage se met sur ses gardes et si quelqu'un passe dans son champ de vision, paf il peut tirer, ou paf il tire automatiquement, ça dépend. Moi je propose que ce soit automatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'action de se mettre en surveillance. C'est qu'en fait, on va définir un mot de vocabulaire qui va s'appeler la ligne de mire. Donc c'est l'axe qui est tout droit devant votre figurine. Si quelqu'un passe par là, vous pouvez saisir l'opportunité de le tirer dessus. Donc cocher une case de mobilité et faire une action de tir immédiat. J'ajouterai ça par la suite. Mais du coup, justement, ça rajoute encore ce côté bien choisir ses mouvements, bien choisir ses placements, interaction sur le tour de l'autre, sur le tour de l'adversaire. Des fois, on va tenter de passer dans la ligne de mire adverse quand on va se dire je suis déjà assez loin, est-ce qu'il va tenter le truc tricky de gaspiller une munition? Donc j'essaye, ou j'essaye pas, ou alors moi je vais me placer comme ça, mon autre personnage je vais le placer comme ça, justement pour quadriller la zone, pour que, ok, je peux pas aller jusqu'à l'objectif, mais au moins je le bloque. S'il essaye d'y aller, il risque de se prendre une grosse bastos dans les dents. Et je trouve qu'on retrouve du coup l'esprit qu'on va avoir avec les planqués et tout dans les FPS et les choses comme ça, où on se trouve un poste de tir, justement en prévision de l'action adverse et pour contraindre le jeu adverse. Et après, je rajoute une autre, comment appeler ça, pareil, une capacité aussi. Ça, alors, graphiquement, j'ai envie de la poser sur la skin, mais c'est juste graphique. Mais comme on n'utilise pas de skin pour la bêta du jeu pour le moment, faut juste vous le garder en tête et le mettre à chaque fois avec, pas d'une autre manière, mais de jouer avec, donc que ce soit sans avoir de skin. On pourra faire une skin qui contient juste ça d'ailleurs, et pas de compétences. Mais c'est la vitesse. Je propose qu'il y ait plusieurs vitesses dans le jeu. Ça va permettre d'utiliser plein d'effets de jeu, c'est marrant. Et j'ai basé ça tout simplement sur le player, sur le lecteur, que ce soit multimédia ou de cassette ou de ce que vous voulez. Il y a play, il y a pause, il y a retour arrière, avance rapide, stop. J'ai pris à peu près les mêmes mots. Et on va utiliser ça. Donc de base, quand on commence une partie, tous les personnages sont en vitesse active. Il y a 6 vitesses dans le jeu. Et là, elles sont triées de la plus basse à la plus haute. Stop, pause, ralenti, active, rapide et rush. Les noms sont provisoires, on pourra changer. Ce n'est qu'une idée pour moi. Et donc, à quoi servent ces vitesses? Elles définissent finalement les règles d'activation. Elles qui vont dire combien le personnage va avoir d'action, quand il va s'activer, est-ce qu'il peut réagir, est-ce qu'il peut pas réagir, tout ça, tout ça. Par défaut, donc on commence en vitesse active, et c'est par le biais d'actions ou d'effets de jeu qu'on pourra changer ça. Et ça, vous le verrez déjà, je l'ai déjà implémenté dans les sides qui sont déjà créés. Mais bien sûr, c'est les skins qui vont venir renforcer tout ça. Donc voici les règles de ces vitesses. Stop. Donc le personnage qui s'active alors qu'il est en mode stop, du coup il augmente sa vitesse d'un cran, il va passer en mode pause, et il passe son tour. Non. Très chiant. Finalement c'est un stun. C'est les effets qui vont pouvoir mettre les gens en stop, c'est un peu les effets assommés dans les jeux. Stun, oui c'est un anglicisme, mais c'est assommé quoi, sonner. Et un personnage qui est en vitesse stop ne peut pas réagir hors de son activation. Donc si quelqu'un passe dans sa ligne de mire, il ne pourra pas lui tirer dessus. La vitesse pause. Alors la vitesse pause, quand le personnage s'active en vitesse pause, il peut faire jusqu'à 2 actions. Par contre, il ne pourra pas utiliser son mouvement classique. C'est ce que je vous expliquais plus haut, le mouvement qui se fait indépendamment des 2 actions. Et un personnage qui est en pause ne peut pas réagir non plus hors de son activation. Donc il ne pourra pas utiliser par exemple sa surveillance de tir. Ralenti. Le personnage qui commence en vitesse ralentie peut effectuer une action, mais pas son mouvement classique. Par contre, lui pourra réagir. Le personnage qui commence en active, en vitesse active, lui, il pourra faire une action et son mouvement classique. Donc il pourra décomposer son mouvement, comme j'expliquais tout à l'heure, en bougeant un peu avant, utiliser son action, puis bouger un peu après. Et lui, donc voilà, il en est là. Et il peut réagir. De toute façon, toutes les autres vitesses peuvent réagir après. La rapide, le personnage peut effectuer 2 actions.
et son mouvement classique durant ce tour. Et le rush. Le rush, c'est un peu particulier, c'est vraiment que des effets de jeu qui vont vous permettre d'arriver à cette vitesse-là. Si un personnage augmente sa vitesse et passe en plein rush, donc par exemple si quelqu'un est rapide et que paf, il se prend un boost de vitesse et qu'il passe en rush, pour quelque raison que ce soit, et même si c'est pas pendant son tour, il doit, c'est pas il a le droit, il doit immédiatement effectuer une action avant que la partie reprenne son cours normal, donc ça interrompt tout ce qui se passe, il fait une action, et après qu'il ait fini ça, il repasse en vitesse active. Mettre un peu de lumière, hein, c'est sombre. Hein. Voilà, attends. Hop. Incroyable. Mais non. Et voilà, mais viendra très vite des scénarios, des façons de gagner les parties. Comment se déroule un tour? Je dis pas de bêtises. J'ai fait un truc tout simplement. Oui, donc ça on pourra changer. Mais pour le moment, si vous voulez tester comment se déroule un tour, bah, c'est tout simple. Un des joueurs joue une figurine, l'autre joueur joue une figurine, l'autre joueur joue une figurine, et quand toutes les figurines ont été jouées, c'est la fin du tour. Donc on recommence un nouveau tour, on récupère notre mobilité, les personnages qui sont morts choisissent à tour de rôle les nouvelles sides qu'ils veulent utiliser, s'ils veulent utiliser des nouvelles sides, et leur point de spawn, et c'est reparti. Pour définir qui commence le tour, qui choisit ses premiers sides, ben, libre à vous. Pour le moment, ça n'a pas vraiment d'importance. Il y a plein de jeux qui ont plein de façons différentes de le définir. Nous, on verra au fil du temps comment on développe le jeu, s'il y a un intérêt de choisir une méthode ou une autre. Mais je trouve que dans la plupart des jeux, une méthode pourrait en remplacer une autre. On verra si nous, c'est le cas ou c'est pas le cas. Ça fera l'occasion d'ailleurs d'en parler des différentes méthodes qui existent. Donc voilà, le jeu est testable, hein. Clairement. Hein. Clairement. Hein. Donc voilà, je vais faire les petits ajouts là qu'on a vu que en lisant ce document qui manquait. Puis je vous publierai ça enfin je vous partagerai ça sur le Facebook et sur le Discord. Vous serez prévenus. Donc voilà, vous avez le cœur du jeu. J'espère que ça permettra, une fois que j'aurai en plus surtout partagé l'écrit, de rendre les choses moins floues pour vous. Voilà, parce que là j'ai fait le tour de ce que je voulais aborder ce soir. J'espère que c'était clair. J'espère que ça vous intéresse surtout. N'hésitez pas à me faire des retours. J'ai quelques retours, mais j'en ai pas tant que ça, et j'avoue que du coup j'y vais un peu à l'aveuglette. Mais ça m'aide beaucoup, chaque petit retour que j'ai eu, ça m'a beaucoup aidé. C'est aussi pour ça que je me suis dit, tiens, on va faire le jeu en entier ce soir, parce que c'est justement vis-à-vis des retours que j'ai eu. N'hésitez pas à me faire des retours, ça m'aide beaucoup. Voilà. Depuis samedi prochain, tout autre style de live. On va voir ce que ça donne. C'est une grande première pour moi aussi de filmer un événement en live là. C'était déjà une grande première pour moi de faire un live tout court en fait. Donc voilà. Bon bah allez. Et te connaissant, t'as peut-être pas mangé toi non plus Violette. Donc moi je dis on va manger. Hein, on va se détendre. Puis pour ceux qui veulent, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Des bisous. On arrête le live. Allez. Des bisous. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Pour Into the Bridge. Le jeu qui est bien. Donc la nuit ou peut-être pas.